Nîmes le mérite. Nîmes mérite ça, mais c'est évident. Moi j'étais très étonné parce que c'est quand même c'est une des plus belles villes, sinon la plus belle ville de France. Je crois qu'il faut jamais l'oublier. Dans le Gard, il est 20 ans. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objectif Gard. Alors on va rappeler rapidement, bien évidemment, vos 1000 vies, parce que vous êtes éditorialiste, écrivain, journaliste politique, ancien directeur du magazine Le Point. J'ai noté du Figaro, du Nouvel Observateur, 40 livres à mon actif. Et vous allez porter une nouvelle casquette prochainement, oui, puisque voilà. vous avez accepté effectivement que le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, vous a fait cette proposition de devenir le porte-parole pour la candidature de la Maison Carrée pour l'UNESCO. Pourquoi vous avez accepté, tout simplement? Parce que j'aime Nîmes. Je crois que c'était assez malin de la part de Jean-Paul Fournier, c'est-à-dire de prendre quelqu'un justement qui n'était pas nîmois de souche, mais qui adore Nîmes de l'extérieur. Et pour pousser cette candidature, là on est devant l'un des plus beaux endroits de France, devant cet monument magnifique. On est effectivement au pied de la Maison Carrée. Tellement bien conservé, presque intact. On a l'impression qu'il est sorti de terre il y a quelques semaines. Il est là depuis 2000 ans. 2000 ans nous contemple. Et c'est vrai que moi je suis fasciné par Nîmes, qui est une ville très très belle, qui n'a cessé de s'embellir d'ailleurs avec la municipalité de Jean-Paul Fournier. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites parce que Rome est Nîmes est une ville gauloise. On l'appelle la petite Rome d'ailleurs. Gauloise bien sûr, mais qui a s'est développée sous le signe de Rome. Elle peut pas oublier cette romanité. Elle est partout, même dans ces beaux immeubles cossus, même dans le centre-ville. Je veux dire, on a l'impression de marcher sur les pas des Romains. Exactement. Qui n'ont pas laissé que de mauvaises choses en France. Et donc, cette ville est magnifique et à cause vous sortez déjà de la gare. Hein, pour vous rendre vers l'esplanade. L'avenue Feuchère qu'on connaît bien, c'est là où se trouve le siège de notre rédaction. C'est magnifique. Je vous confirme. Et puis bon, après vous avez le musée de la Romanité, vous avez les arènes, et puis vous avez la Tour Magne que j'adore, et puis vous avez enfin cette maison carrée magique qui. Comment elle vous inspire cette Maison Carrée? D'abord, c'est une belle histoire en soi. C'est un temple en l'honneur des deux fils d'Agrippa, qui était, comme vous le savez, un peu le bras droit de l'empereur Auguste, et qui avait épousé en troisième noces la fille d'Auguste. Et parmi ses enfants, il y avait deux garçons, Lucius et Caius, qui sont morts. Et donc c'est un temple en l'honneur de ces deux fils. Exactement. Peut-être qu'il aurait pu finir empereur d'ailleurs, puisque c'était les fils de. C'était son gendre qui avait eu. Enfin, il s'était marié donc avec la fille d'Auguste, Agrippa, et il avait eu ces deux enfants et qui auraient pu devenir empereur. Alors vous êtes le porte-parole, je le disais, vous avez accepté de l'être pour la candidature UNESCO de la Maison Carrée de Nîmes. Vous le savez, on a déjà candidaté la ville de Nîmes et on n'a pas remporté la mise. Pourquoi cette fois-ci on pourrait être inscrit enfin au patrimoine mondial de l'UNESCO? D'abord parce qu'il ne faut pas désespérer, il y avait des circonstances très particulières la dernière fois, et c'est vrai que Nîmes le mérite. Nîmes mérite ça, mais c'est évident. Moi j'étais très étonné parce que c'est quand même c'est une des plus belles villes, sinon la plus belle ville de France. Je crois qu'il faut jamais l'oublier. Ça fera plaisir aux Nîmois qui vous écoutent ce matin. Mais c'est pas seulement à cause de ces monuments que j'ai cités tout à l'heure. C'est juste à cause de. Mais regardez, les rues, tout. Dès qu'on ouvre une porte, on est en plus situé aujourd'hui à l'une des plus belles places de Nîmes. Des plus belles places de Nîmes. Et puis aussi il y a beaucoup de verdure. Enfin, moi je suis très attaché à ça. Et donc, vous êtes très attaché. En plus vous y venez régulièrement, puisque vous y venez souvent en début d'année pour le festival de la biographie. Absolument, je suis un habitué depuis 20 ans. Et puis je viens aussi de temps en temps comme ça dans l'année. J'aime beaucoup faire un petit coucou comme ça. J'ai des amis ici. Voilà. On va parler un petit peu politique ici, si vous voulez bien. On va profiter bien évidemment de vous avoir avec nous ce matin. D'abord, moi je voulais vous parler de votre livre, de votre dernier ouvrage qui s'appelle L'histoire intime de la Ve République. Oui, le Sursaut, aux éditions Gallimard. Je fais un peu de pub. Qui est sorti en 2021. Vous expliquez vouloir faire comprendre ce pays, j'allais dire si atypique qu'est la France, et vous le faites au travers du général de Gaulle, en expliquant bien effectivement la trajectoire du général de Gaulle, qui a tout réussi et qui ensuite a chuté. Comment vous l'expliquez ça ?
D'abord, il faut bien voir que De Gaulle, quand il arrive au pouvoir en 1958, c'est ce que je raconte, la France, elle est par terre. Elle est au bord de la guerre civile, il y a 15% d'inflation. Et la guerre d'Algérie. Bon, et il y a cette guerre d'Algérie qui est... Bon, et donc il arrive avec des idées en tête. Et évidemment, il y a beaucoup de roueries, ce que je raconte, parce qu'il ne faut pas trop le raconter, parce que c'est un peu... C'est intime, on en a fait c'est un pour ça sein que de le livre vitrail. s'appelle Intime. Non, mais on a fait un sein de vitrail du général de Gaulle. Aussi, c'est mais vrai. Bon, on en a beaucoup parlé pendant la présidentielle. Il dit que, par exemple, que, voilà, il faut qu'il laisse dire, il fait dire qu'il arrive au pouvoir pour garder l'Algérie française. Pas du tout. Déjà, dès les années 30, il expliquait, il avait des propos très sévères sur la colonisation. Et dès 1944, il disait à tout le monde, à qui voulait l'entendre, que la seule solution pour l'Algérie, c'était l'indépendance. Il fait l'indépendance, il veut faire l'indépendance. Simplement, c'est plus compliqué que pour les pays africains. L'Afrique, il décolonise tout très vite, ça s'est très bien passé. En revanche, il y a un problème particulier avec l'Algérie, c'est que d'abord, ce sont des départements français, donc d'une certaine manière, quand Mitterrand disait l'Algérie, c'est la France, bah oui, c'était la France, puisque c'est des départements français. C'était une réalité. C'était une réalité, et donc il y a une guerre, voilà, qui est là, et c'est vrai que ça s'est pas très bien passé. Il a mis du temps, mais il a mis du temps parce que les Français étaient attachés à l'Algérie française. Donc il les a amenés peu à peu à comprendre que c'était pas la solution, y compris dans son propre camp. Il y avait beaucoup d'Algérie française, et donc il a fini par donner son indépendance à l'Algérie parce qu'il pensait que c'était un boulet économique. Voilà, il y avait toutes sortes de raisons. Il y avait des raisons, comment dire, c'était pas seulement pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est une de ses formules. Ça, il aimait ça. Mais en même temps, il trouvait que c'était un boulet économique, ça ne servait à rien, c'était que des Et ça créait plus de problèmes qu'autre chose. Voilà, donc il était pour l'indépendance. L'indépendance, comme il était pour l'indépendance, ça s'est très bien passé, du Sénégal, de Côte d'Ivoire. Exactement. Voilà, tous ces pays-là ont été... Pourquoi on a autant parlé du général de Gaulle pendant cette présidentielle, selon vous? Parce que je crois qu'il y a la nostalgie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir quand rien n'allait, et en fait tout allait mieux après quand il est parti. Alors il est parti, oui, alors moi ce que je raconte, c'est sûr que ça a été dur et pas facile. Oui. Il y avait des à côté. On est bien d'accord. Il y avait un petit côté parfois un peu foutraque chez lui, un peu braque parfois. Il y avait des aspérités. Qu'on raconte pas trop, mais c'est la réalité aussi. Et moi j'essaie de raconter la vérité, telle qu'elle est. Voilà, j'ai pas peur, disons, des réactions des uns ou des autres. Mais cette nostalgie, elle se comprend parce qu'elle montre que rien n'est jamais perdu. Vous savez, la France va pas bien. Bon, les Français ont le sentiment de vivre en déclin, déclassement. Et c'est la vérité, quand on regarde les chiffres, notamment sur le plan économique, tout est très compliqué. Et c'est pas quelqu'un qui va arriver avec un coup de baguette magique en disant dépensons encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Les populistes qu'on connaît, de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, qui promettent la Lune. Et de toute façon, il n'y aura pas la Lune à l'arrivée, il n'y aura rien du tout. C'est ce que je voulais vous demander. Il y aura des arêtes de poissons, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais il ne restera plus rien. Donc, et le général de Gaulle, il arrive là-dedans, dans une situation à peu près semblable, et il a réussi. Et vous savez, le gaullisme, c'est pas une idéologie, le gaullisme, c'est une méthode. Et quand on veut, on peut. Et il l'a fait. Il a fait, par exemple, un plan économique dont on parle jamais, le plan RUEF, qui était extrêmement sévère et violent. Des réductions de dépenses, enfin, c'était violent, c'était pour... Début de la rigueur. On appelait ça, oui, c'était un plan de rigueur, mais dur, très violent. Et après, vous savez ce qui s'est passé? La croissance française a explosé, puisqu'on avait des taux de croissance de 6%. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, on n'est pas un peu tenté du général de Gaulle aussi? Il vient d'être réélu, c'est assez historique aussi, cette réélection sans cohabitation. On l'a bien vu pendant toute cette campagne, où il y avait une espèce de tout sauf Macron. Finalement, il a un socle qui résiste, un socle qui aime Emmanuel Macron au pouvoir, non? Oui, mais simplement, je suis absolument tout à fait d'accord avec votre analyse. Le seul problème, c'est que il faut faire. Maintenant, c'est-à-dire que voilà, on a assez attendu. Je pense que la France a besoin de réformes fortes, de réformes propres quand il y en a eu dans d'autres pays pour essayer de remettre l'économie en marche. On ne peut pas continuer avec ce système où on dépense tellement, et en fait 55% de dépenses par rapport au PIB, au produit intérieur brut, c'est énorme. On bat le record du monde des dépenses publiques. Et c'est Est-ce qu'il n'y aura pas les mêmes plus libres aujourd'hui? Quand on voit les situations des hôpitaux, où va l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Où va cet argent qui est pompé de partout? Où va l'argent? Donc si vous voulez, il faut remettre ce pays d'équerre. Il faut savoir faire les réformes courageuses. Oui, courageuses, parce que voilà, si les Français sont taxés lourdement, c'est un des pays quand même les plus taxés, eh ben, il faut quand même qu'ils revoient l'argent. Où va cet argent? Vous voyez, donc ça demande de l'organisation,
du management. Enfin voilà, il faut réorganiser tout ça. Et du courage. Et peut-être que ce courage, il va l'avoir là, puisqu'il n'a pas besoin d'être réélu dans 5 ans. Eh ben, c'est tout ce que je lui souhaite. Et ce serait bien pour la France. Je suis pas sûr, je croise les doigts. On dit un tout dernier mot, parce qu'à Marseille, vous connaissez bien le député sortant, c'est Jean-Luc Mélenchon qui veut devenir Premier ministre. Croyez en ses chances, sérieusement, pour ces législatives, pour les 5 prochaines semaines? Quand on voit les sondages, non, bien sûr. Bon, il fait... Mais en termes de communication politique, il est plutôt bon, non? Ça, c'est intelligent. Voilà, l'histoire du Premier ministre. Bon, mais enfin, là, il faudrait vraiment que la gauche fasse un gros score. Je crois pas que ce soit possible. Vous avez étonné l'union qu'il a réussi à faire autour de lui, avec y compris le Parti Socialiste. Oui, mais il a fait l'union avec du bris de verre, enfin tout est cassé, vous voyez bien, c'est-à-dire les écologistes aujourd'hui ça pèse rien. Les socialistes qui sont beaucoup plus bas, étaient beaucoup plus bas, le score d'Anne Hidalgo reste historiquement bas à 1,7. Les socialistes, eux, ils représentent quelque chose, quoi. Il y a un passé, il y a une histoire. Et là, ils sont tous allés à la soupe. Je crains que ça leur coûte cher. Parce que c'est vrai qu'il y a des périodes dans l'histoire, vous savez, où il ne faut pas forcément faire des compromis. D'ailleurs, on voit ces compromis, c'est qu'il y a beaucoup de sortants qui se retrouvent avec des candidats mélenchonistes à leur place. Ouais, il y aura un peu de dissidence, forcément, il y aura de la dissidence. Merci beaucoup, Monsieur Gisbert, d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare.